Donc, pour tout ce qui est pour tout ce qui tourne autour de l'aménagement du territoire. Au même titre d'ailleurs que je crois beaucoup, je l'ai dit déjà, et je le redirai, aux notions de réseau. Je crois beaucoup aussi aux conventions. C'est-à-dire que voilà, il y a deux partenaires, le Conseil général et une tierce personne, comme je disais tout à l'heure sur les chambres consulaires, comme ça peut être la communauté de communes, comme ça peut être une commune, comme ça peut être un groupe type association, etc. Je crois beaucoup aux notions de contrat. Et on se met d'accord sur un contrat annuel, sur un contrat pluriannuel. Alors c'est vrai dans le domaine culturel. Je vous prends l'exemple de la convention culturelle qui a été développée entre le Conseil général et la communauté de communes d'Azarigo. Voilà typiquement dans les choses qui, alors certes ça a un coût pour le département, mais qui finalement n'est pas si important que ça, enfin, il y a son importance bien sûr, mais c'est de l'ordre de 12 000 €, si ma mémoire est bonne, à l'année. Il n'empêche que cette convention culturelle signée entre la communauté de communes et le Conseil général a permis de développer des spectacles vivants dans toutes les communes de la communauté de communes, et qu'en gros on a été à une quarantaine de spectacles sur une année. Donc c'est quand même pas négligeable, et je n'ai pas le chiffre, le nombre en fait de spectateurs globalement qui ont été présents lors de ces 40 spectacles, mais c'est non négligeable. Au même titre que la région a pu développer un moment de politique par rapport au cinéma, mais c'est dans un domaine différent. Là, je trouve que les notions de convention culturelle me paraissent importantes. Alors je sais qu'à un moment, il était question d'y remettre en cause. Je trouverais ça dommage. Je trouverais ça dommageable pour les territoires, parce que souvent, le Conseil général, c'est ce coup de pouce, ce levier, qui permet effectivement, souvent aux collectivités, parce que c'est elles qui sont mises un peu en avant, qui permet souvent aux collectivités d'aider à l'organisation d'un certain nombre de manifestations culturelles. Et ça, c'est important. Je disais tout à l'heure, hein, c'est 10 000 €, 12 000 €, c'est ce levier qui génère derrière ça, je dis, hein, 40 spectacles, c'est quand même bon, des choses, et qui ne sont pas des spectacles, je dirais, de bas de gamme, hein, qui sont des spectacles vraiment de très bonne qualité. Et donc c'est en cela la diffusion culturelle, et comment la diffusion culturelle peut sortir un peu de l'agglomération, ben, c'est en donnant quelques petits moyens supplémentaires aux collectivités de base, que sont plutôt les communautés de communes, parce que, on va se faire d'illusions, hein, on sent bien que là aussi, c'est l'évolution et l'aménagement du territoire va dans ce sens-là. On sent bien que progressivement, les chefs de file dans ces domaines que sont la culture, etc., sont de plus en plus les communautés de communes. Les communes en tant que telles, on sent bien que la gestion est en train de se réduire au bénéfice des communautés de communes. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, là, pour la commune d'Azarigo, c'est 14 000 habitants, et bien c'est un poids autre qu'une commune qui ferait 1000 habitants, ou même Azarigo qui fait 3500 habitants. Mais voilà, il y a un poids qui est autre, une envergure qui est autre et qui a son importance. Alors, moi, je crois beaucoup aux notions justement de convention, je crois beaucoup aussi aux notions aux notions de réseau et aux notions de convention. Et je pense également à autre chose qu'il faudra très certainement, auquel il faudra que le Conseil général, dans lequel le Conseil général devra avoir une position, c'est la notion de réseau des petites villes, des villes pôles. Alors je m'explique, parce que c'est un peu compliqué ce que je dis là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un certain nombre d'équipements, tout à l'heure j'ai parlé d'école de musique, je pourrais parler de piscine, je pourrais parler de cinéma, je pourrais parler de théâtre, je pourrais parler etc. Très souvent, presque à chaque fois, ce sont des équipements qui sont dans la petite ville centre, souvent la ville chef-lieu de canton. On peut prendre tous les cantons d'Indre-et-Loire, c'est le cas. Et très souvent, ce sont ces petites villes centres qui ont la gestion, ou du moins qui ont la charge financière du fonctionnement ou d'une partie, ou de l'entretien, ou des bâtiments, etc. Et ce qui fait qu'il y a souvent, non pas une opposition, mais des difficultés entre la ville-centre en tant que telle, parce qu'elle porte un certain nombre d'équipements, de parce qu'elle est tout simplement la ville-centre, et puis les communes alentours qui profitent évidemment de cet équipement-là, mais n'en supportent pas directement la charge. Indirectement, peuvent la supporter parfois par les conventions de gestion, etc. Mais bon, c'est vrai. Et je pense qu'à l'échelon départemental, il y a très certainement quelque chose qui est à travailler entre le Conseil général en tant que tel et ces petites villes, ces villes chefs-lieux de canton. Donc,
je dirais, toutes ces orientations, tous ces souhaits, etc., tout ça, évidemment, ça a un coût. Et je dirais, ce serait facile de faire un tas de promesses dans tous les domaines en disant demain on rase gratis. Alors, comme je l'ai déjà dit et je le redirai, c'est vrai que la période de vache grasse est passée, on est plutôt dans une période de vache maigre. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'on puisse trouver la possibilité d'augmenter les ressources du département, d'augmenter les ressources du Conseil général. Pour augmenter les ressources d'un département, je dirais il y a deux solutions. Soit on augmente les impôts, soit on augmente les bases sur lesquelles, sur lesquelles il y a la base en fait imposée. Augmenter les impôts, je dirais à la limite, ça, cet exercice-là, il a ses limites. C'est évident qu'on ne pourra pas continuer à avoir des impôts qui augmentent. Je le disais tout à l'heure, hein, on a des phénomènes de paupérisation de plus en plus importants. Je ne vois pas comment, en parallèle, on peut continuer à dire on va augmenter l'impôt. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les bases. C'est augmenter la masse sur laquelle va s'appliquer l'impôt. Les bases qui servent en fait pour le département, maintenant, sont les bases concernant le foncier bâti. Pour augmenter les bases de foncier, encore faut-il qu'effectivement les communes, qui sont les cellules de base, puissent maîtriser de mieux en mieux leur foncier. En dehors des plans locaux, l'urbanisme, etc., en dehors de la notion d'urbanisme, encore faut-il que financièrement, ils puissent se constituer des réserves foncières. En fait, c'est ça l'objectif. Celui qui dispose du foncier va demain pouvoir avoir une construction, etc., et donc orienter les aides au logement. Plus il y a de logements, plus le département aura de ressources. Ça veut donc dire qu'il faut faire en sorte que le département, le Conseil général, puisse bénéficier d'un nombre de logements en augmentation. Pour avoir ce nombre de logements en augmentation, je le disais à l'instant, il faut qu'il y ait une maîtrise du foncier. Et pour qu'il y ait une maîtrise du foncier, dans certains cas, qui sont des cas qui sont quand même complexes, hein, si je prends le cas des Rideaux par exemple, que je connais mieux et pour cause, avec la problématique de la maîtrise foncière d'un site comme celui qui est l'ancien site industriel de la Cibème, voilà typiquement le genre de choses sur lesquelles les communes se cassent les dents pendant un certain nombre d'années, parce qu'elles n'ont pas la surface financière suffisante pour assurer la maîtrise de ces sites-là. Et donc l'idée que j'en ai, c'est la création, alors c'est un terme un peu barbare, je ne vais pas donner le sigle, je vais donner le terme, un établissement public foncier départemental. Alors c'est quelque chose qui existe déjà dans quelques autres départements, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont plus les régions d'ailleurs, en France, qui ont des établissements publics fonciers. Cet établissement public foncier en plus donc, porte la maîtrise foncière dans les communes, en lieu et place des communes. Le département en est un des membres, il n'est pas le seul, mais un des membres influents d'un établissement public foncier départemental, c'est le Conseil général en tant que tel, et ça lui permet de venir en aide aux communes pour augmenter leur foncier sur lequel il y aura donc une augmentation, il y aura donc des bases qui vont augmenter. Ces bases augmentant, ça veut dire qu'à taux égal, les ressources du département augmentent. C'est donc la seule façon que je vois pour l'instant, alors c'est un mécanisme un peu complexe, hein, c'est vrai, c'est la seule façon que je vois qui permette d'augmenter les bases et d'augmenter donc les ressources, hein, par conséquent d'augmenter les ressources d'un conseil général sans avoir recours à l'impôt. Alors je reconnais, hein, ce mécanisme-là est un peu difficile à saisir, mais un établissement public foncier bénéficie en fait d'une capacité de droit de préemption, en plus bénéficie de prêts à taux bonifiés, parce qu'ils sont bonifiés par l'État,
via la Caisse des dépôts et consignations. Enfin bon, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments techniques. Hein. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais ce que je peux affirmer là, c'est que pour être allé, pour avoir rencontré l'établissement public foncier régional cette fois-ci, hein, du Rhône-Alpes, et voir ce qu'ils ont fait dans des collectivités de la taille d'Azerido, hein, pas beaucoup plus grosses, etc., dans la banlieue, ils étaient intervenus entre Saint-Étienne et Lyon, je trouve que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça n'a rien coûté de plus à la collectivité, mais il y a un organisme qui a les reins suffisamment solides pour porter des problématiques foncières que ne peuvent pas porter les communes elles-mêmes parce qu'elles sont trop petites. Et le fait de porter du foncier et donc de pouvoir porter demain de l'aménagement, l'aménagement sous forme de construction. Alors quand je parle de construction réorientée vers du logement, des logements sociaux ou des logements adaptés à des personnes âgées. Voilà. Donc l'idée aussi c'est par cette augmentation de ressources pour le département, de réorienter ce qu'on appelle les aides à la pierre. L'aide à la pierre, en fait, c'est l'État qui intervient, hein, qui donne un coup de pouce à travers l'Agence nationale d'amélioration pour l'habitat, et qui, de ce fait, se trouve avec des ressources supplémentaires, des ressources complémentaires. Je sais que c'est pas quelque chose de simple à mesurer, mais c'est à mon avis un élément qui a creusé. J'ai pas la solution miracle, hein. Si j'avais la solution miracle, ça se saurait. Mais je sens bien que l'orientation, elle est celle-ci. Et pourquoi elle est celle-ci? C'est parce que depuis la modification, entre autres sur le fait que la perception de la taxe professionnelle a été complètement modifiée, de ce fait-là, et que la taxe d'habitation a été transférée aux communes, c'est-à-dire qu'il ne reste au département que le foncier non bâti. Le foncier non bâti, ce sont ces éléments qui sont et qui composent en fait les sites qui sont à construire à terme. Voilà. Et donc à travers cet établissement public foncier départemental, on doit pouvoir arriver à augmenter progressivement les ressources du département. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Hein. C'est quelque chose qui est long à mettre sur pied. Il y a plusieurs partenaires qui sont autour de la table, entre guillemets, mais il n'y a que de cette façon-là que l'on pourra augmenter les ressources. Parce que dire que demain on va réaliser telle chose, etc., on va avoir une politique dans le domaine, je ne sais pas moi, des piscines, etc., oui, ok, on peut le dire, mais on sait pertinemment qu'on ne pourra pas le faire. Donc à un moment, il faut être réaliste. Et le réalisme, c'est ça, c'est quelles sont les capacités que j'ai d'augmenter les ressources. On sait pertinemment que sur les dépenses, on peut toujours dire on va réduire les dépenses, sauf qu'on vient de me dire où est-ce qu'on va réduire les dépenses. Il y a quelques éléments peut-être, mais globalement, le point le plus élevé pour les dépenses du département, j'ai dit tout à l'heure, c'est la première chose, c'est l'action sociale. On ne va pas réduire sur l'action sociale, on ne va pas réduire sur les collèges, on ne va pas réduire sur les transports collectifs, etc. Donc ça veut dire que si on ne réduit pas, c'est-à-dire qu'on augmente les ressources ailleurs. Et si on augmente les ressources, c'est-à-dire qu'on trouve des ressources nouvelles, ou complémentaires, ou qu'on augmente les bases, ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est ou les impôts, ou l'augmentation des bases. Mon choix, c'est de dire les impôts, non, on ne peut pas augmenter ad vitam aeternam, donc ça veut dire que ce sont les bases qu'on essaie d'augmenter.